Oui, ça peut être variable dans le temps. Alors, si vous voulez bien, on va commencer à échanger sur vos discussions, vos réflexions. Est-ce qu'il y a un groupe qui veut bien commencer et présenter ce qui s'est passé autour de la table ? On les accroche, s'il te plaît. Alors, concernant les critères, il y a une petite discussion dans notre groupe parce qu'a priori, c'est quelque chose qui n'était pas si simple de définir des critères. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est un petit peu... Alors, il faut juste que je retrouve mes petits papiers. Voilà. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y avait une diversité de la production, une diversité de technologies, une diversité des espèces, et que du coup, quand on prend en compte tout ça, eh bien, finalement, c'est très difficile de mettre en place des standards de durabilité, et que du coup, on faisait pas des pirouettes, mais on trouvait d'autres chemins qui étaient plutôt, on mettait en place des labels ou surtout des conseils, genre Mr. Goodfish. Après, peut-être que si j'explique pas bien ça, vous remettrez comme il faut là, parce que j'avais beaucoup d'experts autour de la table. Dans les critères, on pense qu'il y a quelque chose de très important à mettre en place, c'est de trouver l'équilibre entre le sauvage, le poisson sauvage et le poisson d'élevage, donc la pêche et l'aquaculture, et qu'il faut bien montrer, on le verra ensuite, mais qu'il faut que tout ça soit complémentaire pour qu'il n'y en ait pas qui se disent « mince, on me prend mon poisson ». Enfin, je ne veux pas qu'on développe à Boulogne-sur-Mer, par exemple, l'aquaculture, parce que moi, en tant que pêcheur, eh bien, on va me prendre... les consommateurs iront acheter le poisson de l'aquaculture parce qu'il est moins cher, ou moins je ne sais quoi, alors que si on dit on développe peut-être pas les mêmes espèces ici, à Boulogne, ça va être... il faut donc qu'on trouve la complémentarité entre ces deux métiers. Voilà, alors je l'ai marqué là, vivre ensemble, trouver le vivre ensemble entre la pêche et l'aquaculture, que ce soit complémentaire. Ensuite, on a parlé d'autre chose, de l'optimisation de l'espace qui était essentielle. Cette optimisation de l'espace, ça pouvait être, par exemple, on a parlé on développe les éoliennes en mer. Pourquoi on ne pourrait pas développer au pied des éoliennes des fermes aquacoles, même si on sait que ce sont des choses compliquées et que du coup, il faudra travailler sur l'éducation, la communication, l'interaction, tout ça en ayant un dialogue intersectoriel entre les scientifiques, les planificateurs, tout ça, les éleveurs, les politiques. Tout le monde doit travailler ensemble pour pouvoir mettre en place ce genre de choses. On a parlé que dans l'aquaculture durable, c'était sans doute aussi quelque chose qui pouvait être on aurait les produits de saison comme on a les produits de saison pour les produits qu'on achète à terre, mais que peut-être ça pourrait être complémentaire aux produits de la pêche. Et on a aussi parlé on a besoin de traçabilité des sources d'alimentation pour nourrir les espèces marines, enfin du coup de savoir un peu d'où vient ce que mangent les espèces marines. Ensuite, si on parle des questions, on s'est dit... est-ce que je vais dans un certain ordre ? Quelle nouvelle niche de marché en Europe ? Alors ça, c'était juste à la fin qu'on s'est posé cette question-là. Si on veut de l'aquaculture de haute qualité, est-ce que du coup, ça va devenir simplement des marchés de créneaux et que du coup, c'est inversement proportionnel au marché de masse et du coup, quid de la qualité ?
si ça reste que du marché de masse, enfin voilà. Et puis il y avait aussi, du coup, on parlait par exemple de la crevette de Madagascar, on dit oui, mais les gens là-bas à Madagascar, si on fait que de la crevette de Madagascar, et qu'est-ce qu'ils ont eux pour manger? C'est pas eux qui mangent leurs crevettes. Donc il faut voir qu'est-ce que ça devient, quelle est la vie chez eux, est-ce qu'on développe d'autres choses pour qu'ils puissent avoir aussi à manger. Ensuite, on a parlé de quelle certification pour l'aquaculture qui va avec quel contrôle sur les produits de haute qualité. Enfin, qui va avec, pas tout à fait, mais aussi quel contrôle pour les produits de haute qualité. Et puis, on avait une question sur la politique doit-elle être plus directive, notamment par rapport à l'orientation de la planification spatiale marine. On veut savoir comment tout le monde pourrait mieux travailler ensemble et on a besoin de planifier mieux cet espace marin. Alors on en arrive aux petites fiches vertes qui étaient sur les marges de progrès. Il y a des choses, je ne comprends plus bien ce que j'ai écrit. Alors on a parlé de les marges de progrès, ça pourrait être on a parlé qu'il y avait déjà plein d'espèces, mais est-ce qu'on pourrait encore plus diversifier, notamment, on parlait des algues. On s'est dit, mais du coup, les algues, par exemple, je ne l'ai pas mis là. On avait autour des algues que c'était une question de culture et que du coup, pour une question de culture, on aurait besoin de développer les outils d'information et de com sur l'aquaculture. Alors, on a parlé notamment que ça n'existait pas, les jouets pour enfants. Vous aviez Martine à la ferme, vous aviez la petite ferme Playmobil, machin, mais vous n'aviez pas les jouets aquaculture. Ça n'existe pas encore. On va pouvoir aller parler à Playmobil. Ensuite, diversification. Alors ça, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne sais plus ce que j'ai écrit là. On parle des circuits courts, mais du coup, comment on pourrait développer des circuits courts autour de l'aquaculture? Parce que souvent, ce sont des lieux où on n'a pas trop le droit de s'approcher, où c'est pas toujours très facile d'aller acheter son poisson juste à côté. On a aussi parlé de comment impliquer les populations locales beaucoup plus pour que elles perçoivent l'aquaculture à proximité de chez elles de façon positive. Et on s'est dit qu'en donnant des exemples qui ont réussi, eh bien ça serait bien. Et on a des exemples où ça a réussi, puisque ça permettait de maintenir localement l'école, le médecin, à partir du moment où on avait développé ce genre de pratique. On a parlé de est-ce que l'aquaculture circulaire pourrait se développer. On parle bien d'économie circulaire. Est-ce que ça pourrait se faire dans ce champ-là? Et on s'est dit, et le bio, pour l'instant, ça représente 2% de l'aquaculture. À quand les 20%? Voilà. Et ça, je ne sais plus. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider? Parce que je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Ah, voilà. Et la dernière chose, c'était comment plus transformer les produits aquacoles. Enfin, comment... on fait déjà pas mal de transformation des produits de la mer, mais quelquefois, c'est pas toujours... un être vivant n'est pas toujours facile à préparer, et que si il est déjà préparé, on a plus de facilité à le manger. Et donc, comme on sait qu'ici, on est un grand pôle de transformation des produits de la mer, c'était comment encore plus diversifier cette transformation. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Donc justement, est-ce qu'il y a des commentaires, des réflexions à apporter par rapport à ce que vous avez entendu ? En tout cas, merci. Juste réagir par rapport aux questions. Je peux parler. C'est parce que c'est enregistré. D'accord. Ouais, j'avais juste des réflexions par rapport aux questions. Je suis toujours intrigué quand on oppose qualité et production de masse. Ça m'interpelle parce que je pense qu'on peut avoir des productions de masse qui soient des productions de qualité. La vision de la crevette de Madagascar et le fait que les Malgaches ne puissent pas en profiter me paraît du niveau de la fable, parce que je les connais bien. Donc je pense que justement, la crevette
produite à Madagascar. Elle profite à tous les niveaux aux populations locales. Je pense qu'elle en profite économiquement, mais je pense qu'ils en consomment également. Bon, voilà, c'était des réflexions un peu comme ça. Et je dirais une dernière remarque. Il faut peut-être faire attention. L'aquaculture, si on veut qu'elle se développe, il ne faut pas qu'elle soit uniquement sur des marchés de niche. Il faut justement qu'elle produise un modèle qui soit respectueux, mais qui permette malgré tout de contribuer et de nourrir suffisamment de personnes. Sinon, on se fera juste plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir? Non? Alors on passe à un groupe suivant. On va retrouver certains des sujets. Hein. C'est l'objectif. Donc nous, on a parlé au niveau des critères sur la qualité du milieu, et notamment la qualité de l'eau qui accueille l'aquaculture durable. Également la densité d'élevage. Quelle concentration il y a? Y a-t-il pas un risque par rapport aux espèces invasives? Et puis, derrière cette qualité, on a travaillé sur la sélectivité. Deuxième, les conflits d'usage. Comment ne pas opposer, comment mieux planifier, oui, ça doit être là. Vivre ensemble, la complémentarité, faire en sorte que le kitesurfer puisse travailler, faire du kite au niveau des moulières, par exemple. Ou sans se faire des croche-pieds. On a travaillé sur le durable, en fait. Il y a la notion de social. Comment faire apparaître de nouveaux métiers, notamment comment amener des élèves vers ces nouveaux métiers du durable, de l'aquaculture, liés à l'aquaculture. On a notamment parlé de nouveaux métiers, des gens qui pourraient faire visiter les fermes aquacoles ou faire visiter les éoliennes en même temps, puisqu'il y aurait les fermes aquacoles en dessous des éoliennes. Et puis de la réglementation, donc les critères au niveau réglementaire par rapport à la production et par rapport à l'environnement. Ça touche aussi un peu les conflits d'usage, en fait. Quelques questions qui dépassent l'aquaculture, mais comment améliorer l'image du poisson, notamment par rapport à sa cuisson, par rapport à son odeur, par rapport à ses arêtes, et la notion de développer des labels qui soient vraiment des labels avec des qualités aussi bien durables que des qualités nutritives. Après, une autre question par rapport à l'aquaculture, parce que moi j'avais en tête on voulait mettre un nouveau système d'aquaculture plutôt en circuit fermé. Et doit-on aller vers les circuits fermés qui maîtrisent les rejets, mais il semblerait qu'il y ait certaines fermes aquacoles, notamment à Cannes, c'est ça, où globalement il y a très peu de concentration de poissons et qui permet d'avoir un poisson de qualité et non pas en circuit fermé. Encore vers les élèves, vers le grand public, comment faire connaître les travaux sur la recherche? Pourquoi on travaille sur de l'aquaculture? Pourquoi on travaille sur certains programmes de recherche? Et comment les faire mieux connaître au grand public? Parce qu'il y a une vraie différence. Et puis, dans les programmes scolaires, passer un peu de temps pour inciter les élèves à bien comprendre ce qu'ils mangent. Et comment mieux arbitrer peut-être demain entre du poisson, de la viande et du portable, ou un programme. Donc mieux arbitrer le rapport qualité-prix entre ce qu'on mange et ce qu'on achète. Et donc une remarque qu'on vous transmet aussi. Aujourd'hui, il y a 50 ans, on consacrait à peu près 50% de son budget à l'alimentation. C'est ça en France. Et aujourd'hui, on est plutôt proche des 16%. Donc ça veut dire que notre budget a augmenté aussi, mais globalement, les arbitrages qui ont lieu. Et puis, alors on l'a mis non pas en marge de progrès, mais on l'a mis en question, c'est comment sensibiliser les drives. Je ne fais pas de publicité pour Auchan, mais Auchan ou Leclerc, pour proposer des paniers
de poissons, de légumes de saison. Puisque certains établissements se font livrer toutes les semaines des paniers à des prix intéressants. Donc comment développer ça en masse et non pas simplement, je dirais, sur des marchés de niche. Les autres l'avaient traité en marge de progrès, nous on l'a mis en question. Sur la partie marge de progrès, donc comment développer le tourisme industriel et notamment la possibilité d'acheter d'acheter des produits à la fin de la visite. On va voir la ferme aquacole, on voit comment le poisson grandit, combien il met de temps pour grandir, ou une moulière, et puis on voit combien de temps ça fait. Comment les marges de progrès au niveau de la communication, parce que j'espère qu'il n'y a pas de journalistes dans la salle, mais c'est toujours un sujet très difficile à gérer, notamment utiliser les journalistes pour communiquer positivement et non pas, comme on a pu le voir il y a 1 an ou 2 sur le saumon, avec des impacts très forts sur des filières localement. Et une marge de progrès, c'est est-ce qu'on ne doit pas travailler plus sur la traçabilité pour permettre aux consommateurs de voir que ce poisson vient de tel endroit, etc. J'espère que j'étais synthétique et représentatif. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai 2 petites remarques. Une première sur les circuits fermés. Il n'y a pas beaucoup de circuits fermés en France, contrairement à l'image qu'on peut avoir et à l'imaginaire qu'on a. Et alors, certains pays, c'est vrai au Danemark, c'était vrai aux Pays-Bas, c'est beaucoup moins vrai maintenant, qui ont basé leur système aquacole et piscicole sur le circuit fermé. Ce n'est pas le cas de la France. En mer, les cages ne sont évidemment pas en circuit fermé. Donc voilà. Donc en Méditerranée, effectivement, il y a beaucoup de cages et donc pas de circuit fermé. Et pareil à terre, sur la truite, là on a beaucoup de circuits qui sont très 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 ouverts, voire complètement ouverts. Puisque circuit fermé, ça impose une recirculation d'eau et un certain nombre de traitements qui sont contraignants, notamment économiquement. Voilà. Et je ne parle pas évidemment de la conchiliculture où là, circuit fermé est juste impossible, en tout cas en grossissement. Il y a des cas particuliers pour les closeries. Deuxième remarque concernant la communication, je pense que c'est aussi à la profession de faire un gros travail. Alors certes, c'est vrai, il y a les journalistes qui donnent pas toujours une bonne image de la filière, mais c'est à nous, acteurs de la filière aussi, de communiquer sur nos métiers, sur nos bonnes pratiques aussi, puisque nous sommes aussi responsables de l'image que nous renvoyons de nos métiers. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Merci. C'est vrai qu'au niveau des circuits fermés, le coût de production reviendrait à ce qu'un poisson vale beaucoup plus cher et au niveau manipulation, peut-être une main-d'œuvre supplémentaire. Ensuite, au niveau de la communication dans les filières, il y a la filière ostréicole qui s'est super bien développée à ça. Ils font des balades en calèche qui invite les gens à venir voir le travail qui est fait sur place, après avec une dégustation à la fin. Donc je pense que la filière ostréicole se développe vraiment bien et ça serait bien peut-être dans les moulières ici, ça serait cool. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir ? Une autre chose, c'est que les élèves, quand on leur parle de durabilité, ils ne sont pas dans cette perspective-là, ils sont plutôt dans la recherche d'un emploi après leur bac, forcément. Encore des remarques ? Non ? Alors, est-ce qu'un autre groupe veut venir présenter ? Nous, on s'est partagé le travail de rapporteur, qu'on est 2. Alors, pour les critères, on a beaucoup. Donc, un des premiers critères pour une aquaculture durable auquel on a pensé, c'est la prise en compte des espèces locales.
Donc, comme ça a été aussi évoqué précédemment, la dynamique, l'équilibre entre la pêche et l'aquaculture, nous, on s'est intéressé plutôt aux aspects gouvernance, donc notamment au niveau des décisions. Donc, essayer de lier les décisions au niveau de la pêche et au niveau de l'aquaculture. Et aussi un aspect écologique, donc de développer l'aquaculture en fonction du stock dans le milieu naturel et non de la demande du consommateur ou bien d'une mode, par exemple. Merci. Un autre des critères qui nous a semblé assez important, c'est la nutrition durable. Donc, essayer de développer au maximum des alternatives aux farines animales, par exemple. Ce critère va rejoindre un autre critère qui est d'essayer d'utiliser des pratiques et des conditions d'élevage qui se rapprochent le plus possible du milieu naturel. Donc, par exemple, comme l'a été évoqué ce matin, l'utilisation des proies vivantes, de systèmes intégrés, etc. Nous avons également pensé à la prise en compte de l'expertise terrain et donc des aquaculteurs qui sont vraiment au contact des animaux et de leurs conditions de travail également. Donc, avant-dernier critère, la gestion des impacts sur l'environnement, évidemment, donc, que ce soit la gestion des déchets, par exemple. Et enfin, ce qui va rassembler tous ces critères, on pense certainement que ce sont les labels qui sont censés rassembler ces critères. Et on a ajouté un critère propre au label, ce serait qu'il soit transparent, dans un monde utopique qui ait une harmonisation des labels et qui soit surtout visible. Alors on va continuer avec les deux autres points. Nous, on a eu une vision qui est peut-être très éco-citoyenne dans notre analyse. On n'avait pas à notre table de spécialistes spécifiques. Donc je pense que ça se voit déjà dans les premiers critères que l'on a proposés. Et ça va sûrement se retrouver dans la suite. On se demandait en fait sur quels critères se fait le choix d'une espèce à élever. Bien sûr, il y a ce qui existe, mais il y a peut-être d'autres espèces que l'on pourrait élever. Et pourquoi pas ces autres. On a pris en compte en fait à la fois l'aquaculture, mais aussi l'élevage piscicole, parce qu'on pense que les deux sont quand même complémentaires. Et donc on se posait cette question. Sur quels critères ? On s'est demandé aussi, voilà, si quelqu'un demain veut devenir aquaculteur, comment ça va se passer pour l'accès à la propriété pour lui ? Comment est-ce qu'il va faire pour pouvoir arriver sur un lieu où il va pouvoir finalement commencer à cultiver ? Et on se disait aussi qu'en fait, aujourd'hui, on a une certaine représentation de la population. On a des chercheurs, on a des spécialistes, on a des spécialistes du milieu industriel, de l'enseignement, des éco-citoyens. Mais on avait l'impression qu'on n'a pas énormément de personnes qui sont concrètement sur le terrain. Et on n'a pas l'impression d'avoir de décideurs politiques. Donc la question, ce serait comment en fait pouvoir, dans le cadre de réunions comme celle-ci ou dans le cadre d'une réflexion, pouvoir proposer un format de participation qui soit adapté à ces deux pôles, en fait, et deux extrémités de la chaîne de réflexion qui ne sont pas beaucoup présents aujourd'hui. On s'est dit peut-être quelqu'un qui est aquaculteur, il ne pourra pas libérer toute une journée pour venir aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait aller le rencontrer et puis porter sa voix à l'audience du jour. Ou peut-être qu'on pourrait lui proposer de ne venir que pour une demi-heure. Enfin, je ne sais pas. Mais on se disait qu'il y a peut-être une réflexion à mener. Dans les marges de progrès, on en a parlé un petit peu de la transparence et de la traçabilité. Mais il faudrait que ce soit visible en fait sur les étiquettes. C'est-à-dire les origines, les pratiques d'élevage,
On pourrait imaginer des étiquettes où on voit apparaître à la fois le prix et la qualité en fait du produit directement à côté du prix. Peut-être que ça sensibiliserait les consommateurs. On a fait un parallèle aussi avec l'élevage terrestre. On se dit que finalement, les questions qu'on se pose aujourd'hui pour l'élevage marin sont certainement des questions qui ont dû se poser à un moment pour l'élevage terrestre et qu'il y a certainement des erreurs qui ont été faites au niveau de l'élevage terrestre que l'on pourrait éviter de reproduire puisqu'on a un petit temps de décalage. Par exemple, on pourrait choisir de ne pas du tout utiliser les antibiotiques et de partir directement sur des méthodes homéopathie ou autres. Dans la réflexion, toujours sur cette idée d'avoir la possibilité de concilier tous les avis et d'avoir une démarche inclusive, donc de réfléchir pour impliquer davantage les acteurs de terrain, ça on l'a déjà dit, mais aussi on pense qu'il y a un maillon qui est très important, qui est le maillon de l'enseignement, et on a une personne qui est ici représentée parce que c'est vrai que tout ce qui va être dit, il faut que ça puisse être transmis. Et puis bien sûr, de réfléchir aussi sur quels vont être les leviers pour un portage politique. On s'est demandé ce que ça pourrait donner si on avait une gestion collective des fermes aquacoles. C'est-à-dire un territoire qui n'appartiendrait peut-être à personne, mais qui serait géré par plusieurs personnes sur le terrain, par des personnes voilà, qui, du coup, auraient la possibilité de faire porter leur voix. Toujours dans les marges de progrès, très certainement un effort de communication. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir une idée de ce que pourrait être cette vision collective, il faudrait pouvoir comprendre, tout se comprendre. On a des chercheurs, on a des politiciens, on a des gens qui sont sur le terrain et on a très souvent des médiateurs qui permettent de faire le lien entre toutes ces personnes. Mais on se demandait si aussi chaque personne individuellement ne devrait pas faire davantage d'efforts de traduction, c'est-à-dire de elle-même faire un premier effort de vulgarisation pour pouvoir communiquer avec son voisin. Et que les deux nous semblent très importants pour pouvoir avancer et qu'on pourrait appliquer cette démarche-là entre les scientifiques et les aquaculteurs, entre les scientifiques et les consommateurs, et les aquaculteurs vers les consommateurs. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que... C'est intéressant votre histoire d'élevage banneau là, comme au Moyen-Âge, ça peut être un truc pas mal, effectivement, d'avoir des espaces qui sont partagés. Et pourquoi pas, ça fonctionnait, pourquoi ça fonctionnerait pas? C'est intéressant. Ça fonctionne bien pour les potagers partagés. Non, mais bien sûr, pourquoi pas mais c'est en essayant de faire de la rupture qu'on arrive à avoir des idées un peu différentes et progressistes. Juste par rapport à l'étiquetage, la réglementation nous l'impose. L'étiquetage des modes de production, c'est de l'élevage ou de la pêche, dans quel pays ça a été élevé ou dans quelle zone de pêche ça a pu être prélevé également. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Et puis j'avais une remarque, mais je me rappelle plus sur quoi c'était la première. Ouais, c'est sur une des questions. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est celle qui est en haut à gauche. Les critères du choix de l'espèce? Oui, c'est ça. Tout simplement, les espèces dont on a pu lever les verrous techniques pour élever. C'est-à-dire que voilà, il y a des bestiaux, ils ont la bouche trop petite pour manger des granulés. Donc, tout simplement, on ne sait pas les élever. Voilà. D'où effectivement les idées sur les proies vivantes, parce qu'on est sur des stades primaires en fait, pour pouvoir lever ces verrous-là. Voilà.
Ouais, merci. Oui, non, c'est simplement sur les critères, une précision sur ce que vous entendez par la prise en compte des espèces locales. C'est-à-dire dans quel objectif C'est parce qu'on se demandait si, si on réfléchissait aux techniques de production, on était parti dans une sorte de réflexion qui dépassait nos territoires. On se voyait sur une réflexion presque mondiale et on se disait au fond, attention, il faut bien faire attention, toutes les espèces ne pourront pas être élevées partout. Il faut, comme par exemple en agriculture de fruits et légumes, se réfléchir sur, il y a certainement certaines espèces qui sont plus adaptées à certains milieux qu'à d'autres, et c'était donc l'objet de la question. Pour l'élevage en mer. Oui. Pas pour l'élevage, pas pour l'aquaculture à terre. La question se pose sur la prise en compte des espèces locales. Parce que l'aquaculture se développe en mer et pas à terre. C'était plus, ça rejoignait l'idée de... Ça rejoignait l'idée plutôt que de favoriser une espèce, que ce soit en mer ou d'eau douce, plutôt qu'une espèce qui est, pas connue, mais qui est de mode, entre guillemets, ou qui est chère. Peut-être regarder aussi les espèces locales qui sont adaptés au milieu, mais ça rejoint les problèmes techniques d'élevage, quoi. C'est vrai que c'est pour ça qu'avant on posait la question de comment choisir l'espèce à élever en fonction du milieu, et c'est certainement lié aux problématiques techniques. En fait, j'ai juste une remarque par rapport à ça, parce que espèces locales, c'était plus par rapport à la dissémination des larves ou des choses après dans le milieu marin normal, et que si on élève des espèces qui ne sont pas locales, ça veut dire qu'on va peut-être avoir des espèces invasives demain dans la mer. Oui, il y avait tellement de choses que j'ai pas eu le temps de tout comprendre. Dans les critères, vous avez parlé de farine animale et j'ai pas eu le temps de comprendre ce que vous vouliez dire. Dans les critères, c'était privilégier une alimentation, une nutrition durable. Et donc, dans l'idée de nutrition durable, on avait pensé aux alternatives par rapport aux farines animales. Oui, Philippe peut intervenir, mais il y a un grave problème là, c'est que farine animale et durabilité, c'est absolument pas incompatible. Même au contraire, hein. La plupart du temps, les farines animales sont faites à partir de coproduits de l'élevage. Aujourd'hui, l'alternative, c'est les brûler ou les retransformer en aliments. Qu'est-ce qui est le plus durable entre les deux ? Ça mérite d'être vraiment discuté. Alors, il y a eu des erreurs, c'est incontestable, mais c'est pas un problème de durabilité. Les erreurs qui ont été faites, c'était des erreurs sanitaires. Donc, c'est juste une petite remarque. Si on associe durabilité et farine animale, on est mal pris là. Voilà. On est là justement pour lever certaines confusions. Voilà. Comme celle-ci. Oui, je voulais juste soutenir une des choses que vous avez soulignées. On n'est pas effectivement tous les lieutenants Dan dans Forrest Gump. C'est-à-dire qu'on n'est pas destiné à mourir dans toutes les grandes guerres des États-Unis, y compris pour mardi prochain. Mais on a quand même cette chance de faire des choses de façon différente. Et faire des choses de façon différente dans la production, mais surtout dans la communication, dans l'éducation, dans le partage, etc. Et on a des leçons, on a des choses qu'on a vues qui étaient des réussites, etc. Partager ces bonnes pratiques, partager ces expériences, ça fait de tout pour que l'aquaculture puisse avoir cette discussion qu'elle mérite et qu'elle n'a pas aujourd'hui. Est-ce que Juste pour compléter ce que disait Benoît par rapport aux farines animales et pour pas faire la confusion entre justement des considérations qui sont plus de l'ordre sanitaire et la durabilité, il faut partir du principe que la sécurité sanitaire est un prérequis à la durabilité. Et donc dès que vous vous posez une question par rapport à ça et que c'est purement du sanitaire, c'est un prérequis, donc vous l'aurez forcément pour atteindre la durabilité. C'est juste pour éviter de mélanger les gens. Voilà.
En complément aussi sur ce domaine, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de nombreux programmes de recherche en fait qui ont travaillé justement sur l'alimentation et l'alternative à trouver, des alternatives à trouver par rapport à l'utilisation des protéines et des huiles de poisson. Donc aujourd'hui, il y a plein de sources alternatives qui existent, qu'on essaie de développer parce qu'il faut aussi que le poisson accepte cet aliment et qui corresponde à ses besoins nutritionnels et aussi qui correspondent par la suite à nos besoins nutritionnels. Puisque quand on parle des oméga 3 par exemple, l'animal ne sait pas les fabriquer, que ce soit l'homme ou le poisson. Donc il faut que ça vienne de quelque part. Si demain on supprime de l'alimentation la source d'oméga 3, mais il n'y en a plus dans votre poisson que vous mangez dans votre assiette et du coup vous perdez tout bénéfice du poisson. Donc c'est quand même important que on ait ces sources à l'état initial, donc qui viennent de production marine, dans votre poisson si vous voulez manger une truite par exemple qui a tous les nutriments essentiels et pour lesquels vous mangez du poisson. Voilà. Moi c'était une question pour Benoît, donc ça va être un petit peu compliqué. Par rapport aux méthodes homéopathiques, en fait, c'était voir un petit peu qu'est-ce que vous entendiez par ça et voir, parce que j'ai vu que Benoît réagissait à la proposition et donc je voulais voir pourquoi une réaction et s'il y avait vraiment des possibilités d'utiliser des traitements homéopathiques en aquaculture. C'est une question pour Benoît. Peut-être à Lister, je ne sais pas si... Interlude. En attendant la réponse. Oui, ça concernait l'étiquetage écologique. Hier, j'ai reçu la veille du pôle Aquimer avec une décision de la Cour européenne, si je ne me trompe pas, ou du Parlement européen, pour intégrer donc du coup des notions d'impact écologique sur l'étiquetage des produits de la mer. Je pense que ça va s'améliorer dans ce sens-là. On ne sera pas uniquement sur les techniques de production et les lieux de production, on sera aussi donc sur l'impact écologique, en fonction de comment ça va être traduit concrètement sur le terrain. Et donc, voilà, je pense qu'il y aura des améliorations sur ce point-là. Je confirme ce que disait Clémence, il y a des programmes en cours au niveau européen là-dessus, sur l'étiquetage de la durabilité. Ouais. Sur l'homéopathie, je ne saurais pas répondre, mais peut-être juste pour ajouter que un des objectifs pour améliorer, on va dire, les problèmes sanitaires dans l'aquaculture, au-delà des traitements médicamenteux qu'on a pu évoquer, la question se joue aussi sur l'alimentation et qu'est-ce qu'on peut rajouter dans l'alimentation pour permettre de promouvoir les défenses immunitaires ou ce genre de choses. Donc il y a une multitude d'ingrédients qui sont actuellement en train d'être développés par les fournisseurs de matières premières destinées à l'alimentation animale. Et donc c'est par exemple sur ces molécules-là qu'on va devoir se pencher, nous, pour voir si effectivement il y a un impact ou pas. Voilà. Oui, sur la question de homéopathie. Plantes pour soigner, pas nécessairement. On n'est pas encore là au niveau aquaculture. Plantes pour prévenir, oui. Probiotiques notamment dans l'alimentation. Surtout pour l'alimentation larvaire, dont on a parlé tout à l'heure avec les pois vivantes. Les capsules vivantes qui peut donc apporter et donner aux poissons assez tôt dans leur vie les nécessaires. Et puis aussi, on utilise les plantes comme produits alternatifs à certains produits, pas nécessairement des médicaments, mais des produits comme les détergents, les produits qu'on utilise pour anesthésier les poissons, dormir les poissons dans les périodes de transfert où on doit le manipuler, etc. Comme le clou de girofle, au lieu d'utiliser des produits chimiques d'endormissement des poissons, par exemple. Je le mets ça comme ça. Non, je sais pas. Non, j'ai posé une question parce que quand les filles ont parlé de produits homéopathiques, j'ai vu que tu réagissais. Et donc, du coup, je voulais savoir pourquoi tu avais cette réaction-là.
Oui, enfin, je comprends d'où ça vient, mais en même temps, les poissons ont un système immunitaire qui est très 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 différent des mammifères, et c'est un vrai casse-tête de soigner les poissons, de faire de la prophylaxie. Les vaccins qui évitent d'utiliser des médicaments sont très complexes à mettre au point. Et Alistair vient de le dire, l'homéopathie c'est encore plus loin, quoi, à mon avis. Hein, voilà. Bon. Maintenant, on comprend très bien d'où ça vient et la légitimité de la demande, mais moi, c'est vrai que ça m'a un peu fait réagir en me disant waouh, il y a encore du boulot d'échange d'informations. Voilà. Ou on a peut-être 10 ans d'avance sur cette question, en fait. Merci. Plus de réactions? Merci beaucoup. On va... Alors, de répondre à la question, comment s'installer, l'accès... Voilà. Je vais répondre pour la conchyliculture, du coup, parce que c'est ce que je connais. Donc, nous, pour créer une concession, on va donc... Ah oui, pardon, on est sur le domaine public maritime, donc il n'y a pas de propriété sur le domaine public maritime, et donc on passe sur des concessions qui sont attribuées à une personne pour une certaine durée déterminée. Nous, je crois que c'est 35 ans maximum pour la conchyliculture. Donc quand on voit qu'une zone est favorable en termes de productivité et d'accessibilité, enfin moi je parle pour l'estran, pour mettre des pieux, de bouchons ou des huîtres, donc on va y avoir une enquête publique d'une certaine durée pour voir si justement il n'y a pas trop d'usage sur l'estran, si ça va être accepté ou pas. En exemple qui fait mal au cœur, ici à Sangatte, il y avait eu un gros projet de moule de bouchot qui n'a pas eu lieu parce que ça s'est fait... pour nous, c'était ouvert à la population, mais apparemment pas assez. Donc après, il y a eu beaucoup de levées de boucliers, ça s'est pas fait. Donc il y a ces éléments-là qui sont mis en place. Après, on va passer sur une attribution de concession expérimentale pour une durée qui va de à peu près 3 à 5 ans. Donc qui doit appartenir soit à un organisme scientifique comme l'IFREMER, soit à un organisme professionnel comme le Comité régional de conchyliculture. Donc là, on va implanter la technique qu'on choisit et qui est donc acceptée, qui est proposée dans l'enquête publique. Et donc on fait des suivis sanitaires, donc en termes l'impact qu'on peut avoir sur le milieu environnemental, le suivi sédimentaire, ces éléments-là. Et en fonction de ces suivis qui sont réalisés sur une période de 3 à 5 ans, la zone peut être ouverte et donc les nouvelles concessions seront attribuées à un professionnel, donc pour une durée maximum de 35 ans qui peuvent être renouvelées au fur et à mesure. Et j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que je connais pas encore bien. Après, pour compléter ce que dit Clémence, il y a aussi tout ce qui est... il y a l'étude d'impact, et puis il y a tout ce qui est installation classée pour la protection de l'environnement. Donc là, on vous demande soit de faire une déclaration, soit de faire des autorisations, et qui demandent beaucoup de temps. Et voilà. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu de concession créée en France depuis plus de 15 ans. Voilà. Oui, il n'y a que des reprises de concessions existantes. Et effectivement, si je peux apporter pour la conchyliculture, nous on a beaucoup de demandes d'installation des part des enfants des conchyliculteurs et qui ne peuvent pas s'installer parce qu'il n'y a pas de concession disponible. En plus ici, pour les Hauts-de-France, l'estran n'est pas toujours favorable, il n'est pas très large et il y a des côtes qui font que ce n'est pas très accessible. Mais oui, effectivement, l'étude d'impact environnemental, j'y ai pas pensé, mais c'est un très très gros travail. Et nous, on a fait le comité régional de la conchyliculture Normandie mer du Nord, a fait un gros travail, donc on a fait une étude d'impact prospective pour l'ensemble du littoral, donc à peu près du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge, qui fait environ 1000 pages, et donc qui a volonté de faire une étude globale des impacts secteur par secteur. Et donc on espère que ce sera un outil sur lequel pourront s'appuyer plus tard les professionnels pour créer des nouvelles concessions, même si on sait que c'est très compliqué. C'est bon pour toi?
Oui, moi j'ai une question du coup, parce qu'on voit qu'il y a des élevages qui ont été abandonnés. Par exemple, Tardingan, tout ça, on a l'impression que c'est plus exploité. Donc on se dit, et à Dan, je ne sais pas si ça l'est, mais peut-être oui. Mais en fait, dans tous les cas, on a l'impression qu'il y a des moments où il n'y a plus rien. Alors, soit c'est parce que c'est pas la saison, soit vous allez peut-être me dire, je ne sais pas si c'est abandonné ou pas. Du tout, au contraire. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y avait des espèces qui étaient un peu abandonnées ces dernières années. Pas du tout au Dingan-Tardingan. En fait, c'est que il y avait des propriétaires qui étaient normands. Et donc qui pensaient, parce qu'en Normandie c'est beaucoup plus facile, la houle est moins forte, il y a besoin de moins d'entretien, enfin beaucoup plus facile, voilà, les conchiculteurs aussi normands ont beaucoup de travail, mais donc il y avait une volonté de se dire si on vient 2 semaines par mois ça ira, et clairement c'était pas le cas. Donc sur Onangan-Tardingan ça a été repris il y a quelques années par la Boucheau des Deux Caps qui travaille, qui emploie un grand nombre de personnes sur ce site-là, sur le site de Waplage Marc, et pour dire qu'il y a il y avait aussi ces exploitations de la part des Normands sur le site de Dan, donc qui finalement